On va passer au travail du groupe numéro 3, à savoir qu'évaluer chez les élèves et comment. Pour vous présenter ce travail, je vais vous parler des parents de Cathy de Almeida, qui sont lusophones et qui comprennent très mal le français. Dans l'établissement où je travaillais, à la demande des enseignants, à notre demande, la moyenne générale avait été supprimée des bulletins scolaires. Bien sûr, via un mot dans le carnet de correspondance, les parents avaient été informés de cette modification, et cela à renfort d'argumentation sur le non-sens que pouvait représenter le fait de compenser de mauvais résultats en EPS par d'excellentes notes de mathématiques ou l'inverse. Je procède donc avec Cathy et ses parents à la traditionnelle cérémonie de remise du bulletin trimestriel. Et à peine assis, les parents retournent le papier et cherchent la note fatidique en bas du tableau en vain. Et alors, pendant que je démarre mes explications, Cathy, sur injonction de son père à côté, entreprend donc sur la calculatrice du téléphone le calcul de sa moyenne générale. Je vous laisse donc la parole. Bonjour à tous. Alors, ce groupe de travail s'appuiera sur les travaux déjà entamés par la table ronde, le temps scolaire et l'évaluation des élèves, qui a été animée par Charles Hadji, avec la participation de Lucie Mougenot et Philippe Debray. Alors, il y est dit dans cette table ronde que les diverses évaluations des élèves, que ce soit dans le cadre de la classe ou dans le cadre des examens, doivent être en harmonie avec le curriculum, mais également et surtout viser une politique qui se préoccuperait plus de ce qu'apprennent les élèves. Ceci conduirait bien évidemment à remettre en jeu un tas de pratiques ou fonctionnements scolaires qui sont héritiers de traditions non questionnées. Et donc, nous nous sommes dit qu'on pouvait commencer par regarder un petit peu ce qui s'est fait. L'histoire du système a été largement évoquée déjà depuis ce matin. On va y revenir sous l'angle de l'évaluation, qui nous semble être une question, sinon la plus importante, au moins très, très essentielle. Alors, cette question, elle est effectivement ancienne. Et nous voudrions vous proposer une citation rapportée par Jean Cardinet dans un colloque célèbre à Strasbourg il y a exactement 30 ans. Et à ce moment-là, il rapportait un propos d'une personnalité dont le nom est écrite devant vous. Et donc je vais relire. Les sujets auxquels les examinateurs étaient le plus attachés étaient ceux qui me plaisaient le moins. Churchill était un mauvais écolier, paraît-il. J'aurais aimé que l'on me demande ce que je savais, tandis qu'il me demandait toujours ce que je ne savais pas. Le problème n'a guère changé. Alors, la diapo, c'est ça, voilà, ici, je pense. Peut-être se tourner vers le vert, voilà. Le problème n'a guère changé. L'évaluation mesure-t-elle ce que l'élève sait ou ce qu'il ne sait pas? Depuis un siècle, la réflexion quand même a évolué. Freinet, citons-le là aussi il y a un siècle, avait initié une nouvelle pédagogie dans laquelle la note et les classements étaient considérés comme une erreur. Pour lui, l'évaluation des apprentissages devait s'effectuer au quotidien, sans note, de façon que l'élève se sente soutenu et encouragé dans son travail, qu'une aide personnalisée puisse lui être apportée et que la réussite de chaque élève bénéficie à toute la classe dans un processus collaboratif et solidaire. Ces idées d'un pionnier s'exprimaient à un moment où les programmes scolaires, je parle ici, et la diapo le dit, de l'enseignement primaire, étaient conçus comme des listes de connaissances, des listes stables. On ne changeait pas les programmes tous les jours. 1887, 1923, on redisait qu'en 87 c'était finalement bien, donc on reprenait l'essentiel. Et puis des notes, il y avait des notes, et on se dirigeait vers quelque chose qu'on a évoqué déjà, le certificat d'études. Dans l'enseignement secondaire, le modèle issu des lycées napoléoniens reposait sur des notions de classement des élèves, de compétition pour une sélection de l'élite. La composition était un rituel, comme les prix. Chervel écrit en 1992, à propos de cet exercice, la composition, composer, c'est participer à un concours hebdomadaire interne qui met en compétition tous les élèves de la classe pour occuper pendant la semaine suivante une place au banc d'honneur, celui des premiers. Ce qui compte, ce n'est pas la note, mais le classement de l'individu dans le groupe.
Cette pratique de la composition a longtemps imprégné notre système éducatif et elle est encore très présente dans l'Afrique francophone où je vais régulièrement comme d'autres ici. En France, l'évolution a été très forte. D'un point de vue institutionnel, on peut dire que 1959, avec le décret, l'ordonnance d'abord et le décret ensuite, sont le début de changements radicaux en matière d'organisation du système éducatif, de style pédagogique et d'évaluation. Allongement de la scolarité obligatoire à 16 ans, poursuite d'études au collège, fin de certificat d'études élémentaires. Ces textes ne traitent pas de l'évaluation, mais il y a des mots-clés. Ces mots-clés sont observation, orientation, aptitude. Je cite. Il est demandé aux enseignants de bien observer les élèves, de rechercher leurs aptitudes et de les orienter dans la bonne filière. Par une exacte recherche de ces diverses aptitudes, les différents types d'enseignement doivent recevoir tous les élèves qui s'avèrent plus particulièrement aptes à suivre tel ou tel d'entre eux. C'est là tout le problème, qui n'est pas de hiérarchisation, mais de répartition. Alors, bien d'autres événements ont jalonné toutes ces dernières années. J'en ai mis quelques-unes ici, donc on vient de citer 1959. En 69, on s'en souvient peu, mais il y a quand même déjà 50 ans, le ministre Edgar Faure proposait de remplacer les notes chiffrées par des lettres de A à E. L'expérience sera de courte durée, elle reprendra de temps à autre, avec des classes sans notes, des collèges sans notes, ici ou là. Le terme évaluation apparaît précisément en 1974 dans une revue du ministère sous la plume de deux inspecteurs généraux, Lucien Géminard et Victor Marbeau, qui reviennent de conférences internationales, qui critiquent les examens traditionnels et font la promotion du contrôle continu et de l'évaluation formative. On est en pleine année de la fameuse PPO, la pédagogie par objectif. Les années suivantes, les compétences s'affirment et on commence à voir apparaître dans les années 2000 un certain nombre de références qui vont structurer un peu la réflexion sur l'évaluation. On a par exemple en 2001 le cadre européen commun de référence pour les langues, le CERCL. On a en 2006 le cadre européen des compétences clés, revu en 2018. On aura aussi en 2013 le cadre de référence pour les compétences numériques qui donne lieu à ce qu'on voit émerger en ce moment, PICS, qui est cette nouvelle manière d'évaluer, de développer et de certifier ces compétences numériques, pour reprendre la terminologie exacte qui est donnée dans PICS. Merci Jean-Louis pour cette passionnante histoire et courte de l'évaluation, parce que le temps nous est compté. Celle qui nous permet de comprendre l'imaginaire collectif français dans ce domaine. Effectivement, il y a un tas de caractéristiques qui font système entre elles. Nous pourrions d'ailleurs nous en contenter puisqu'il fonctionne. Mais est-ce qu'il fonctionne correctement et il convient à tous? Donc ce groupe de travail, dont la poursuite toujours des travaux de la table ronde, se propose et vous propose de s'intéresser dans un premier temps aux finalités et aux enjeux de l'évaluation dans un cadre curriculaire, c'est-à-dire dans le cadre d'une programmation à long terme des apprentissages. Donc l'enjeu, il est d'abord structurel. Il s'agit de rechercher une cohérence entre curricula et modalités de structuration des trajectoires scolaires d'une part, et entre curricula et modalités d'évaluation d'autre part. Le tout dans une perspective d'une facilitation des apprentissages. En effet, cette approche nous permet de s'intéresser toujours aux résultats, mais en même temps à la manière de construire les apprentissages et de les évaluer dans le temps. En termes de finalité, il s'agit de viser une évaluation construite sur plusieurs années qui va permettre à l'élève d'identifier sa position et son positionnement dans un parcours donné. Une évaluation qui va permettre également à l'élève de le rassurer, de développer sa confiance en lui, de mieux se connaître, de progresser dans ses apprentissages et surtout de s'orienter. Une évaluation qui va permettre également aux enseignants de mieux comprendre les difficultés de chaque élève et de réguler leur enseignement. Et enfin, une évaluation qui va permettre aux divers niveaux institutionnels de mesurer les progrès accomplis globalement en matière de compétences. Donc, à ce stade de la réflexion, il nous semble que les travaux de l'atelier devraient prendre en compte plusieurs constats à débattre, bien évidemment, et à enrichir à ce stade de travail. Donc, le premier concerne les confusions et souvent les écarts qui existent encore entre une pratique traditionnelle de la notation et les différents modes d'évaluation. En effet,
La notation peut être arbitraire en fonction de l'évaluateur et du groupe évalué et reproduit souvent la courbe de Gauss. Malgré la diversité des modes d'évaluation proposés aux enseignants, nous constatons qu'ils sont très attachés encore à la notation. Il est compliqué de les convaincre d'utiliser les différents modes d'évaluation qui sont proposés. L'évaluation diagnostique, les évaluations formatives, sommatives, enfin certificatives, et d'en mesurer surtout les enjeux et les finalités. Si on observe quelques pratiques, nous constatons également qu'il y a un poids considérable de l'évaluation dans le temps scolaire et également un impact inquiétant sur les élèves. 31 notes en 30 jours. C'est le nombre d'évaluations, ou plutôt de notations, que mon fils il a subi cette année. J'utilise le verbe subir parce que c'est de cette manière qu'il le ressent. Cela démontre le poids de l'évaluation dans le temps scolaire, mais également le caractère harcelant, oppressant, voire stressant de l'évaluation. Pour celui qui réussit, ce stress peut, mais ce n'est pas certain, se transformer en plaisir. Mais pour celui qui ne réussit pas, ce stress peut l'impacter scolairement et surtout psychologiquement. On pourrait se demander sur quoi renseigne cette note. En effet, elle rend compte uniquement d'une réussite immédiate. Dans cette tradition de l'évaluation, l'élève situe souvent son niveau par rapport à une note ou par rapport à son groupe de classe. L'absence d'outils retraçant son parcours et les paliers à atteindre ne lui permet pas de progresser, ni de savoir où est-ce qu'il en est réellement. On remarque également une quasi-totalité des évaluations qui se déroulent dans un cadre disciplinaire, laissant peu ou pas de place à l'évaluation de certaines compétences, figurant pourtant dans les programmes. Certains nouveaux savoirs et compétences, comme les compétences psychosociales ou les éducations A, n'arrivent pas encore à pénétrer les cadres traditionnels de l'évaluation, ou peut-être à la marge dans l'enseignement professionnel. Pourtant, ils sont considérés comme les compétences du XXIe siècle. Le constat semble aller vers une réelle difficulté d'évaluer ces compétences transversales. Le quatrième constat vise la lourdeur de certains dispositifs d'évaluation, notamment lorsqu'on parle de compétences. L'installation, par exemple, des livrets personnels de compétences dans le paysage éducatif a été compliquée, voire un échec. En 2011, l'inspection générale constatait, et je cite, que le LPC reste à l'école élémentaire et encore plus au collège un outil extérieur à la pratique pédagogique des enseignants qui ne s'inscrit qu'exceptionnellement dans l'objectif de suivi personnalisé du parcours des élèves. Le LPC est apparu pour les enseignants comme un travail supplémentaire et trop lourd, et ça l'est. Évaluer des compétences semble donc bien plus compliqué qu'évaluer des connaissances. Mais certains professeurs ont réussi à construire quelques outils permettant d'évaluer les capacités de travail en groupe. On ne peut pas parler d'évaluation sans parler des examens et de leur configuration en France. Comme nous le savons, une des caractéristiques des examens français est la compensation des notes entre elles, donnant lieu à une moyenne générale. On peut d'ailleurs y voir un manque de respect pour les savoirs. Le bac français, malgré sa réforme, demeure le fruit de compensation entre les différentes épreuves. Une moyenne qui ne renseigne pas sur les degrés d'expertise d'un élève, dans un domaine ou un autre. Certains de nos voisins ont opté pour d'autres modes d'évaluation. Par exemple, en Angleterre, on n'obtient pas le bac, mais des A-levels. La condition d'entrée à l'université passe par l'obtention de 4 ou 5 matières avec une note supérieure à C, plus le résultat aux A-levels est élevé, plus les opportunités d'intégrer une université de renommée seront grandes pour les étudiants. Je ne dis pas que c'est mieux, bien évidemment. Si la compensation des notes en enseignement général est déjà incohérente, celle dans l'enseignement professionnel représente un réel danger. N'est-il pas absurde de compenser un 5 en technologie en CAP coiffure par un 18 en anglais? Ce jeu de compensation permet aujourd'hui en France à un élève d'obtenir un CAP pâtissier avec une note de 6,36 à l'épreuve pratique. Les notes éliminatoires que nous avons connues, tous je pense, ont tendance à disparaître. Ce mode d'évaluation à la française, avec des notes chiffrées et des moyennes compensatoires, convient parfaitement au modèle élitiste, dans la mesure où il permet une sélection plus facile et fait ressortir les élites. Nous arrivons au dernier point, et non des moindres, l'impact de l'évaluation sur l'orientation.
Jusqu'à la 3e, l'élève ne perçoit pas du tout l'impact de ces évaluations, ni sur son orientation, ni sur son avenir. Pour beaucoup d'élèves, l'orientation subie continue d'être pratiquée. Ce qui scandalise parfois nos voisins italiens qui ne comprennent pas que l'État puisse décider de l'orientation des élèves et que l'élève n'a pas la liberté d'apprendre ce qu'il a envie d'apprendre. Lorsque les élèves en fin de seconde choisissent leur spécialité, rares sont ceux qui choisissent avec le cœur, mais surtout par défaut. Il y a d'un côté ceux qui choisissent en fonction de leurs points forts et de l'autre ceux qui ont compris que certains choix conditionnent leur orientation post-bac. Au final, ces pratiques de l'évaluation et de l'orientation en France ont fabriqué et continuent de fabriquer des inégalités dramatiques dans la construction des parcours scolaires et également entre familles et élèves au courant ou non de toutes les stratégies possibles. Pour conclure, et suite à ces constats exposés par Mariem, en guise de conclusion provisoire, et peut-être pour vous inviter à nous rejoindre au sein de ce groupe 3, nous vous proposons de porter une attention particulière au point suivant. J'ai perdu la télécommande. Quel rôle... Non, l'autre d'avant. Voilà, merci. Quel rôle, quelle posture et quelle formation pour les enseignants pour une évaluation plus cohérente, plus juste et plus positive? Comment comprendre la si faible prise en compte des compétences transversales dans les évaluations dans l'enseignement général? Est-ce une question de définition trop floue? Est-ce une relégation définitive derrière les connaissances disciplinaires? Quel mode d'évaluation serait le plus susceptible de permettre d'apprécier correctement les apprentissages? Passer d'une pédagogie classique à une pédagogie plus active, par exemple pédagogie inversée, change-t-il la nature de l'évaluation et les démarches évaluatives? Que change le numérique à l'évaluation? L'intelligence artificielle est-elle un atout ou un risque pour le suivi des acquisitions des élèves? Je pense au Learning Analytics. Comment mettre l'élève au cœur du processus de l'évaluation et lui permettre d'avoir conscience de son degré d'acquisition des compétences dans chaque domaine? Et nous pourrions terminer ici notre propos. Nous allons le faire d'ailleurs en revenant à Jean Cardinet, qui nous disait qu'il fallait quitter le mythe de l'évaluateur avec son tableau de bord. On ne peut pas aider les élèves comme des contrôleurs de vol qui suivent les avions avec un radar, et qui proposait de se centrer sur la qualité des interactions maître-élève. Merci.